Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du Web 3. On va un peu le présenter, on va essayer de comprendre les concepts et on va essayer de voir à quoi ça sert. Alors souvent on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain, mais on ne parle pas de l'évolution du web en lui-même. Alors j'ai l'avantage de grandir et de voir l'évolution d'Internet au fur et à mesure des années, avec une Internet qui a commencé dans les années à peu près 90 à vraiment se démocratiser chez les personnes. Et c'est également à cette époque-là qu'on a eu la première version du web, comme on l'a connu quand on était jeune, pour les personnes de mon époque, qui était en gros des années 90 aux années 2000, et là c'était à peu près le web statique. Alors pourquoi on l'appelait comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on allait en ligne, ça mettait déjà énormément de temps à charger, mais c'est surtout qu'en fait, on avait des espèces de catalogues en ligne. On était vraiment en lecture seule. Donc l'internaute, quand il allait se balader sur Internet, il n'avait pas accès à l'ensemble des données, il ne pouvait pas interagir avec ou sur des interactions qui étaient vraiment très simplifiées. Et globalement, l'ensemble de la maintenance et de la mise à jour effectuée sur Internet était faite par des informaticiens, par des administrateurs de systèmes. Alors bien sûr, Internet à sa création avait été conçu de telle manière à ce que ça soit la plus décentralisée possible. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec l'arrivée du Web 2.0, donc à peu près dans les années 2000-2010, alors ces définitions, en fait, c'est pas moi qui les ai dites, qui ont dit c'est de telle année à telle année. Il y a une première définition qui a été donnée en 99 par Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, celui qu'on connaît actuellement. Et lui, il a défini que de 90 aux années 2000, c'était le Web 1.0, et de 2000 à 2010, c'était le Web 2.0, ce qu'il a appelé le Web social participatif. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez la possibilité de partager du contenu, comme du texte, des photos, des vidéos, et on a eu l'arrivée de tout un tas de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, on en a eu plein d'autres, mais on a eu également les forums qui ont eu une très grosse apogée à cette époque-là, les wikis. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de données à digérer pour le web, et ça a posé une vraie problématique. À partir de là, c'est un petit peu le cafouillage. Vous verrez qu'en fait, il y a plusieurs sémantiques qui ont été apportées, et chacun a eu sa vision différente des choses. Si on reste sur la définition de Tim Berners-Lee, lui, il a défini le Web 3 à partir de l'année 2010 à 2020. C'est ce qu'il a appelé le web sémantique. Donc là, pour lui, c'était l'organisation de la masse de données pour donner du contexte en fait à l'utilisateur en fonction de leurs préférences. Si vous alliez sur un fil Facebook et que vous aviez énormément de données de gens qui ne vous intéressaient pas, bah globalement, ça n'allait pas vous impacter. Et donc, vous alliez sortir très rapidement de l'application. Un peu comme si vous alliez sur Twitter et que vous n'aviez que des flux d'informations qui ne vous intéressaient pas. Et donc là, ils ont essayé de regrouper ça, d'organiser un petit peu toute cette masse de données en fonction des préférences, de leur localisation. Et donc, on a commencé à voir arriver des algorithmes. Et surtout, on a eu l'introduction en fait du téléphone portable comme on le connaît à l'heure actuelle, avec un écran qui est beaucoup plus important, avec l'arrivée des premiers iPhones qui ont vraiment démocratisé cette nouvelle technologie. On est passé d'une technologie où on envoyait uniquement des SMS à une technologie où on avait tout un tas d'applications, dont certaines qui nous permettaient de naviguer sur Internet et donc de pouvoir contribuer de manière beaucoup plus importante aux réseaux sociaux. Et pour lui, Tim Berners-Lee, le Web 4.0 est déjà arrivé en fait. C'est de 2020 à, on n'a pas de date encore définie, et il estime que c'est le web intelligent. Et donc là, l'idée, c'est d'immerger en fait un individu dans un environnement totalement digital. Alors j'ai du mal avec ce terme digital parce que le digital c'est le doigt, mais pour lui c'est cette définition qui est apportée avec une réalité augmentée, un peu comme il y a eu les Google Glasses. Il y a d'autres aujourd'hui technologies qui permettent d'apporter des informations complémentaires et il a introduit également tous les objets connectés, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans, comme les brosses à dents connectées, comme les thermomètres connectés, comme les balances connectées, qui permettent de remonter de l'information et d'aller essayer de les corréler avec des algorithmes. Et lui, il estime que le web 5.0 arriverait aux alentours de 2030 et ce serait un web symbiotique. Et donc là, ce serait un web émotionnel avec une analyse des émotions humaines par des intelligences artificielles pour effectuer des actions et pour avoir un vrai échange entre deux entités. Il y a eu d'autres visions en fait qui se sont mis au fur et à mesure du temps, qui ont concouru vis-à-vis de cette version-là qui avait été annoncée dans les années 90, ce qui est quand même assez vieux par rapport à l'évolution d'Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc certains ont défini en fait le web 1.0 de 90 à 2004. Donc pareil sur cette même idée de web statique. Et donc là pour ça à peu près tout le monde est d'accord. Et ils ont estimé que le web 2.0 était encore d'actualité, c'est-à-dire que ce sera de 2004 à aujourd'hui. Et en fait c'est un terme qui a été validé par la communauté de manière plus globale en 2007. Et en fait, cette problématique du web 2.0, c'était une trop grosse centralisation des données autour des GAFAM globalement, un oligopole de quelques plateformes, et c'était contraire à l'idée libertarienne d'Internet qui était vraiment
l'échange total de données avec aucun filtre, avec vraiment une décentralisation la plus importante possible. Et cette nouvelle définition qu'on a du Web 3.0 que vous entendez autant parler dans le secteur des cryptos avec la décentralisation des données, avec la blockchain et ces technologies-là, en fait c'est Gavin Wood, le fondateur de Polkadot et le cofondateur d'Ethereum, qui l'a défini en 2014, ce qui a permis d'apporter une nouvelle vision, on va dire, dans le web. Et du coup, pour lui, sa définition du Web 3.0, c'est un écosystème en ligne décentralisé basé sur la blockchain. Alors, pour moi, le Web 3.0, c'est pas uniquement basé sur la blockchain. Il faut de la décentralisation et beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est surtout, je pense, un terme très fourre-tout qui débuterait aux alentours de 2014. Alors, si on essaie de regarder un petit peu l'évolution du web avec différentes structures, donc vous avez le Web 1.0 d'un côté qui va s'enchaîner sur Web 2.0. Certaines personnes pensent que ça passe sur un mobile web en parallèle. On a des WebOS, on a ce qu'ils appellent les ambiantes web qui sont tout ce qui est IoT, donc objet d'Internet connecté. Et après, on aurait le Web 3 d'un côté, le spatial web, le sémantique web. Donc on aurait différents types de web en fait qui viendraient concourir les uns avec les autres, mais dans une optique toujours d'aller, je pense, dans la décentralisation et d'apporter le plus de valeur possible à l'utilisateur. Alors bien sûr, l'objectif quand même du Web 3, tel que l'a donné Gavin Wood, c'est surtout une architecture décentralisée la plus possible. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, vous, un client qui va échanger avec un serveur qui est détenu par une grosse entité, mais vous allez vous interconnecter directement avec d'autres clients, avec des validateurs. Donc vous allez vraiment être sur le principe de la blockchain et c'est vraiment extrêmement important en fait, ce mécanisme de décentralisation. Et donc le gros avantage apporté par le Web 3, c'est d'abord une ouverture à qui le souhaite, personne ne peut être exclu. Aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, Meta, comme on peut les appeler, Apple et autres, ont la capacité en fait à couper les accès à certaines personnes de manière unilatérale sans qu'il y ait besoin d'explication, tout simplement parce qu'ils décident de censurer certains propos, certaines idéologies. Et nous, on l'a bien vu sur la chaîne YouTube, on s'est fait censurer un grand nombre de vidéos, tout simplement parce qu'on parlait de vie privée, parce qu'on parlait de divers sujets qui ne correspondaient pas à l'algorithme de YouTube. Et ça, de manière unilatérale, et nous, on ne pouvait strictement rien y faire. Également, ils espèrent en tout cas que Web3 pourra apporter en fait le support des paiements natifs, en utilisant si possible de la crypto-monnaie pour dépenser et virer de l'argent en ligne sans passer par des infrastructures de banque qui sont aujourd'hui totalement obsolètes et qui sont totalement centralisées. On a également aussi ce qu'ils appellent le trustless. Donc c'est une mesure incitative de mécanisme économique qui, au lieu de se fier à une personne, on va se fier en fait au réseau qui va avoir un tiers de confiance. Avant, quand on utilisait le Web 2.0 de manière traditionnelle, on avait besoin d'un tiers de confiance, comme par exemple PayPal, pour envoyer de l'argent d'une personne A à une personne B. Et bien l'idée justement du Web 3.0, c'est qu'on se passe de ce tiers de confiance centralisé pour être sur un mécanisme totalement décentralisé. Et surtout, je pense que l'idéologie la plus profonde en fait derrière tout ça, c'est la décentralisation du pouvoir en fait des GAFAM pour récompenser les utilisateurs sur leurs données. Il y a un très bon documentaire sur Netflix que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, qui s'appelle The Social Dilemma, qui explique justement toute cette partie-là et comment certains utilisateurs peuvent utiliser leurs données à leurs avantages pour récupérer justement le contrôle de leur vie. Alors je pense qu'en fait c'est extrêmement important de comprendre cette notion du Web3 parce qu'elle fera vraiment partie de notre quotidien sur le futur. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'on peut faire sur le secteur des crypto-monnaies. Il faut également comprendre en fait que le Web3 il a plusieurs piliers qui sont vraiment fondamentaux. Tout d'abord, ce qu'on appelle la propriété financière et la propriété, et ça, on peut le faire par exemple via des NFT. Je sais que beaucoup de personnes pensent que les NFT, c'est uniquement des images et ils ont totalement tort de se tromper. Il y a aujourd'hui la possibilité en fait de créer des identités numériques via des NFT, et on le voit par exemple avec WorldCoin qui commence à faire ça avec directement l'Iris. Donc il y a plein de choses différentes à faire. L'Iris avec WorldCoin, ce n'est pas un NFT, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une technologie qui va dans ce sens-là. Et donc, on voit qu'on arrive de plus en plus justement sur une réputation sur Internet et sur une vie sur Internet qui est de plus en plus importante. Et je pense que le Web3 aussi, dans les piliers fondamentaux du Web3, il y a la résistance à la censure. Par exemple, il y a le PDG d'OnlyFans qui a souhaité arrêter le contenu sexuellement explicite en fait sur sa plateforme. Et il est revenu quelques jours après sur sa décision, tout simplement parce qu'en fait, il y avait énormément de créateurs de contenu qui partaient. Mais ils sont également extrêmement dépendants de la plateforme. Donc il faut absolument justement que les créateurs de contenu puissent à nouveau être indépendants de cette censure et qu'ils puissent poster le contenu qu'ils souhaitent, bien sûr, tout en restant dans un cadre éthique et légal, on s'entend bien. Bien sûr, les piliers fondamentaux du Web3, on va retrouver aussi tout ce qui est organisation décentralisée, donc DAO, qui va fonctionner un peu comme une société.
Et le dernier élément dont je vous ai déjà parlé, c'est l'identité. Donc un profil utilisable de partout et gérable du côté utilisateur. Pas de censure possible sur les réseaux sociaux. Et donc on pourrait par exemple prendre le cas de l'ENS, qui est les Ethereum Name Service, qui sont un peu l'entrée de gamme de ce profil, de cette identité. Donc maintenant, dites-moi en commentaire si le Web3 ça vous intéresse, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet. Pensez à récupérer le guide qui se met dans la description, il est offert, il vous permettra de bien débuter dans les crypto-monnaies. Et dites-moi si pour vous aussi, on est déjà rentré dans le Web3 ou si on est encore à l'aube d'une ère nouvelle. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!